Bonjour et bienvenue à la formation EBI pour camions au gaz naturel comprimé. L'objectif de la formation, c'est de faire un survol du carburant et d'expliquer les différences du GNC pour un chauffeur qui conduit normalement un camion diesel. EBI, c'est une entreprise familiale fondée à Berthierville en 1960. Sa mission est la gestion des matières résiduelles, l'environnement et l'énergie. Le groupe EBI, c'est une quinzaine d'entreprises totalisant 4000 employés avec des installations au Québec, au Costa Rica et au Chili. La vente et la distribution de gaz naturel pour les camions, c'est EBI Énergie, dont le siège social est à Anjou. Lexique. Avant d'aller plus loin, assurons-nous que les termes utilisés dans cette présentation et dans l'industrie en général sont bien compris. GN veut dire gaz naturel. Distribué par un ensemble de réseaux privés souterrains et interreliés, il voyage dans les canalisations sous forme gazeuse. GNC veut dire gaz naturel comprimé. Aussi sous forme gazeuse, il est poussé à 3600 PSI par compresseur dans les réservoirs des véhicules. CNG, Compressed Natural Gas, c'est la version anglophone du terme GNC. GNL veut dire gaz naturel liquéfié. Aussi bon pour les camions lourds, condensé de l'état gazeux à l'état liquide à moins 260 degrés Fahrenheit ou moins 162 Celsius. PRD veut dire Pressure Relief Device. C'est une soupape de sécurité protégeant le réservoir d'une surpression en cas de contact avec une chaleur intense. Chaque réservoir en possède au moins une qui est conçue pour s'ouvrir à 219 degrés Fahrenheit ou 104 degrés Celsius. DGE veut dire Diesel Gallon Equivalent. C'est l'unité de mesure de la taille des réservoirs de GNC. Un DGE fournit la même quantité d'énergie qu'un gallon de diesel. Nozzle, c'est la partie métallique au bout du boyau que le chauffeur branche au camion pour remplir les réservoirs. CSA, Canadian Standards Association, c'est un organisme qui contrôle et certifie les normes de sécurité et de performance pour des biens, produits et véhicules. GPL veut dire gaz de pétrole liquéfié. C'est l'autre nom du propane. Pas juste utilisé pour le barbecue, on peut s'en servir comme carburant pour les véhicules de petite et moyenne cylindrée, normalement pour moteurs de 7 litres ou moins. Survol et avantages. Le GNC est pratique et sécuritaire, c'est le plus utilisé pour les camions lourds. Composé à 95% de méthane, il est extrait du sol par forage ou généré par biométhanisation, c'est-à-dire par décomposition de matière dans un site d'enfouissement ou dans un biométhaniseur. Inodore, on lui ajoute du mercaptan, odeur désagréable qui en facilite la détection. Il émet moins d'émissions de gaz à effet de serre que le diesel ou l'essence. Il élimine le besoin d'un système antipollution complexe sur le camion, donc pas de DPF, pas d'urée, uniquement un catalyseur du même genre qu'une voiture. Plus léger que l'air, il se disperse dans l'atmosphère lorsque libéré. Il coûte moins de 60 sous le litre et son prix à la pompe est très stable. En comparaison avec l'air, qui a une densité de 1, le gaz naturel est plus léger. Ça veut dire qu'en cas de fuite, il s'évapore dans l'atmosphère sans aucune chance de contaminer le sol. Une fuite, c'est pas souhaitable parce que le gaz naturel non brûlé reste quand même une source de pollution, mais c'est un moindre mal comparé à la contamination potentielle du sol ou d'une source d'eau que pourrait occasionner le diesel. Le propane, qu'on prend souvent pour du GNC, est plus lourd que l'air et se retrouve sous forme liquide. Architecture diesel versus GNC. Un moteur au GNC partage 95% des composants d'un moteur diesel. Les deux sont donc visuellement semblables. Chacun est basé sur un 6 cylindres en ligne avec des sleeves, arbre à cam en tête, frein moteur traditionnel et compresseur pneumatique de 18,7 CFM. Dans les deux cas, le moteur s'opère entre 600 et 2100 RPM. La première différence est au niveau de la combustion. Le diesel, c'est de l'auto-allumage. Le piston comprime l'air qui monte à une température qui fera exploser le diesel quand il sera injecté directement dans le cylindre. Pour le moteur GNC, le gaz est mélangé à l'air dans le collecteur d'admission, ou intake en anglais, et le mélange explose à l'aide d'une bougie quand il est aspiré dans le cylindre. C'est un principe similaire à une voiture, sauf que le carburant est gazeux et non liquide. L'autre importante différence, c'est l'absence de DPF et d'urée sur le camion GNC.
Voici un tableau comparatif des principales émissions polluantes générées par les camions. En rouge, on voit le profil du diesel et en bleu, celui du GNC. Sans être parfait, on constate que le GNC est clairement plus propre. Sur un camion diesel, les deux principaux polluants sont les particules fines incinérées dans le DPF par régénération et les NOx combattus par l'urée, par la valve GR et le système SCR. Avec le GNC, on constate entre 80 et 95 % moins d'émissions dans l'air. La différence est moins grande pour les autres polluants courants, mais c'est quand même une nette amélioration. Le moteur au GNC élimine également la majorité des check engines causés par toute la vaisselle du système antipollution du diesel. Ça réduit le temps au garage et ça évite l'entreposage et la gestion de l'urée. Il y a 4 types de réservoirs dans l'industrie. Le type 1 est le plus ancien, le 4 est le plus récent. Le type 1, c'est un simple cylindre en acier, sans aucune protection autre que la peinture. Encore utilisé pour des réservoirs de stockage au niveau du sol sur le terrain d'une station, il est très lourd et peu adapté à un camion. Le type 2 est aussi fait d'acier, mais possède une protection partielle, une couche de fibre de verre qui recouvre sa partie centrale en laissant les épaules dénudées. Il est encore relativement lourd. Le type 3 est fait d'aluminium ou d'acier mince, entièrement recouvert d'un tressage de fibre de carbone. Relativement léger, très résistant, on en retrouve beaucoup sur les camions des 5 dernières années. Le type 4 est le petit dernier. Le réservoir interne est fait de composite et l'enveloppe extérieure est le même tissage de fibre de carbone que le type 3. Très léger et durable, c'est présentement le plus intéressant pour les camions. Jusqu'à tout récemment, le type 4 était plus cher que les autres, mais vu ses parts de marché grandissantes, les prix descendent et sont de plus en plus compétitifs. L'image de gauche montre un réservoir de type 4 pendant le tressage de son enveloppe de fibre de carbone. L'image de droite montre le produit fini. Sur un camion, on ne voit jamais le réservoir à nu. Il est toujours protégé par des panneaux métalliques cachant la tuyauterie, les valves et les supports. La durée de vie prévue et très réaliste des réservoirs est entre 15 et 20 ans. Sur l'image de gauche, le réservoir est habillé d'une jaquette métallique. Cette jaquette, c'est pas seulement par souci esthétique, ça protège les canalisations, les valves et le réservoir contre le sel, l'abrasion, les débris et les intempéries. L'enveloppe en fibre de carbone est résistante, mais pourrait quand même être fragilisée par des coupures ou des frottements. Au Québec, une inspection complète de l'état physique et mécanique du système GNC est obligatoire à chaque 3 ans. Sécurité du GNC, encadrement et toxicité. Le gaz naturel est un monde réglementé qui doit répondre à des normes strictes concernant la résistance à l'impact, à la surpression et à la chaleur. Ces normes sont définies et appliquées par 3 importants organismes, CSA, ANSI et NHTSA, qui sont tous les 3 les chiens de garde de la sécurité pour le camion et son chauffeur. En plus, contrairement au diesel et à l'essence, le GNC est non toxique pour l'humain. Sécurité du GNC, auto-inflammation. Le point d'auto-inflammation, c'est la température à laquelle un objet ou une substance prend feu spontanément quand on le soumet à une chaleur intense sans qu'une flamme ne touche directement l'objet en question. À titre d'exemple, un morceau de bois qu'on chaufferait à 480 degrés Fahrenheit va prendre feu tout seul. Voici un comparatif. Le diesel est le carburant qui s'enflamme le plus rapidement à 410 degrés Fahrenheit ou 210 degrés Celsius. L'essence sans plomb suit de proche avec 536 degrés Fahrenheit ou 280 degrés Celsius. Distançant les autres d'une très grande marge, on retrouve le GNC avec 1000 degrés Fahrenheit ou 540 degrés Celsius. L'auto-inflammation du GNC est donc quasiment 600 degrés Fahrenheit plus élevée que celle du diesel. Ça en fait un carburant très sécuritaire. Sécurité du GNC impact. Les réservoirs sont beaucoup plus résistants et plus durables que ceux d'un camion au diesel. Que le corps du réservoir soit en aluminium ou en composite, ils sont d'une incroyable rigidité. Voici un test qui date de 2017, effectué par la compagnie Worthington, fabricant de réservoirs. Ils ont monté un réservoir de type 3 sur un vieux cab-over inter de 21 800 livres. Même si le camion date d'une autre époque, l'installation est fonctionnelle et actuelle. Le réservoir est sous pression, rempli aux 3/4 avec 2700 PSI.
Le chariot reproduit une collision latérale d'un véhicule de 4000 livres qui roule à 50 km/h et qui frappe le réservoir de plein fouet. Suite au test, les canalisations, le réservoir et son contenu sont tous intacts, mais le châssis du camion est plié au centre. Sécurité du GNC, surpression. Chaque réservoir possède au moins une valve de surpression qu'on appelle en anglais PRD pour Pressure Relief Device. Quand elle est soumise à une chaleur intense, son bouchon interne va fondre pour laisser échapper le gaz afin d'éviter la surpression et l'explosion. Cette valve réagit à la présence de chaleur sans avoir besoin d'être en contact avec une flamme directe. Son ouverture est calibrée pour 219 degrés Fahrenheit ou 104 degrés Celsius. À l'ouverture de la valve PRD, le gaz comprimé s'échappe par les conduits de ventilation. Chaque réservoir possède au moins un conduit directement lié avec une PRD. Ces conduits pointent vers le haut et sont facilement identifiables par la présence de petits bouchons de caoutchouc qui sont rapidement éjectés en cas de fuite. En cas d'incendie, le gaz a très peu de chances de s'enflammer. Le ratio air-gaz est loin d'être parfait pour la combustion. Le feu à proximité laisse peu d'oxygène disponible et la pression du gaz à sa sortie est trop grande. Détecter une fuite. C'est normal de constater une baisse de pression quand le gaz se refroidit par la température ambiante, mais on n'est jamais à l'abri d'une vraie fuite. Voici 4 indices pour la détecter. On sentirait l'odeur désagréable du mercaptan, ajoutée justement pour cette raison. On pourrait entendre le sifflement du gaz qui s'échappe du système. Si le point de fuite est visible, on constaterait du frima là où le gaz s'échappe parce que le gaz se refroidit quand il est dépressurisé. Et finalement, au toucher, on pourrait constater qu'une pièce est plus froide qu'à l'habitude. Survol des pressions. Commençons par la référence de l'industrie qui est 3600 PSI à 21 degrés Celsius, température à laquelle la pression du gaz est stable. Pour Cummins, la pression normale d'opération du système d'injection est 125 PSI. La pression minimale recommandée des réservoirs est 500 PSI. Certains chauffeurs ont déjà roulé plus bas sans conséquence, mais ça reste une zone où les risques de panne sont plus élevés. Un réservoir est plein à 3600 PSI, toujours basé sur la norme de 21 degrés Celsius. L'arrêt du ravitaillement est géré par la station qui va ajuster le maximum de PSI en fonction de la température ambiante. S'il fait plus froid, la distributrice va limiter la pression afin de se garder une marge de manœuvre en cas de réchauffement de la température. Voyons maintenant les normes de sécurité des réservoirs de type 3 et 4. La pression maximale avant d'endommager un réservoir, c'est 4200 PSI. À cette pression, il n'y a aucun risque d'explosion, mais le réservoir pourrait se déformer ou se décoller de son enveloppe extérieure. Il devra être inspecté pour voir s'il doit être remplacé ou pas. La pression de résistance à l'explosion, c'est 8100 PSI. Événement extrêmement rare, c'est une situation mortelle car on ne peut pas prévoir quelle partie du réservoir va ouvrir pour laisser échapper toute la pression d'un coup.
le cabinet de métal ne sera jamais assez résistant pour retenir l'explosion. Vaudrait mieux ne jamais vivre ça. Les canalisations et les valves sont les plus solides de tout le système, certifiés pour résister à 14 400 PSI. Le ravitaillement est très propre. Je voudrais pas avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais pour avoir moi-même fiolé du diesel des milliers de fois, le ravitaillement du GNC est une expérience beaucoup plus agréable. Vu que le GNC est plus léger que l'air, il n'y a aucun risque de déversement au sol. En plus d'être moins risqué pour l'environnement, on évite aussi la manipulation de matière absorbante. Le branchement de la buse au réservoir, c'est une connexion mécanique, ce qui rend le ravitaillement étanche. Il n'y a donc aucune chance de tacher le réservoir ou de sentir le fioul. Le remplissage s'arrête automatiquement à 3600 PSI. C'est plus sécuritaire, mais c'est surtout pratique pour le chauffeur qui n'a pas à le gérer. Il laisse simplement le remplissage se faire jusqu'au bout pour ensuite débrancher le tuyau. Un camion GNC possède une seule buse de remplissage, peu importe le nombre de réservoirs. Ces derniers sont tous branchés en série et se remplissent tous en même temps. La pression est donc égale partout. L'emplacement de la buse de remplissage est décidé par l'acheteur du camion. Sur la majorité des camions, il sera du côté chauffeur, mais pourrait être aussi à l'avant avec une borne dans le pare-choc ou être sur le côté passager, ce qui représente l'exception. On retrouve deux tailles de nozzle. Toutes les stations publiques offrent les deux et la plupart des camions sont aussi équipés des deux, mais certains vieux camions vont juste avoir le petit. Sans surprise, le plus gros nozzle, vu son diamètre, permet de remplir plus vite. Quelques faits à noter. Une station privée de remplissage lent chez un transporteur utilisera uniquement le petit. Dans une station publique où vous souhaitez payer avec une carte de crédit régulière d'une banque, Mesure Canada vous oblige à utiliser la pompe avec le petit nozzle pour des raisons de certification. Après le remplissage, le bouchon doit être correctement remis en place pour être capable de redémarrer le camion. Un aimant sous le bouchon fait contact avec le réservoir. La vitesse de remplissage est déterminée par la puissance du compresseur de la station ou par les priorités programmées dans la distributrice. Une station rapide possède un compresseur performant qui remplit aussi vite qu'une station diesel. Par contre, avec la chaleur du compresseur, la température et la densité du gaz vont monter. La pompe va s'arrêter à 3600 PSI, mais c'est une pression temporaire. Quand la température du gaz dans le réservoir va redescendre, la pression va s'ajuster à la baisse. Il ne faudra pas s'inquiéter de cette baisse aucunement causée par une fuite. C'est une réaction normale du gaz. Le remplissage rapide permet donc de reprendre la route rapidement, mais ce phénomène réduit légèrement l'autonomie. Le deuxième mode, c'est le remplissage lent, qu'on retrouve normalement dans la cour privée d'un transporteur avec un réseau de rampes et boyaux. La rampe amène le gaz à chaque camion pour que le chauffeur puisse le brancher à la fin du quart de travail et que le camion soit plein au début du prochain tour. Le compresseur est moins sollicité ou moins performant et le remplissage peut prendre jusqu'à 8 heures. Le gaz est moins excité et sa température est mieux gérée. L'autre avantage du lent, c'est que le remplissage se fait en dehors des heures de travail sans qu'on doive faire un détour par une station publique. Le seul désavantage d'une station au lent, c'est le nombre de quarts de travail disponibles par tranche de 24 heures. Pour une entreprise qui roule uniquement ses camions sur un quart normal de 8 à 12 heures par jour, c'est acceptable. Pour un transporteur qui roule sur 2 quarts, le remplissage lent est à éviter. On voit ici deux exemples de stations privées. À gauche, c'est notre propre flotte de camions de collecte chez EBI à Berthier. À droite, on voit le système privé rapide de UPS qui ne peuvent se permettre de rouler sur un seul quart. Le troisième mode, c'est le remplissage par priorité, disponible quand une station offre une distributrice rapide et des stationnements courts et long terme sur le même terrain. Les bornes secondaires sont programmées pour interrompre le remplissage des véhicules stationnés en priorisant la distributrice rapide. Le remplissage des camions stationnés reprendra quand la distributrice rapide ne sera plus sollicitée. Nos stations de Trois-Rivières et Lévis offrent des espaces de stationnement de 75 pieds pour du remplissage par priorité. Un chauffeur qui stationne à une borne secondaire pourrait en profiter pour prendre une pause, aller manger ou encore stationner toute la nuit, s'assurant d'un remplissage plus complet que la pompe rapide primaire. EBI possède un réseau de 5 stations publiques.
Montréal-Est, Joliette, Berthier, Trois-Rivières et Lévis. Opérant comme un réseau cardlock traditionnel, le plus rentable, c'est d'utiliser la carte magnétique EBI. Comme pour n'importe quel détaillant de carburant, le prix sera basé sur votre propre volume d'achat. Dans toutes les stations sauf Joliette, vous pourriez aussi utiliser Visa ou Mastercard. Instruction station publique. Pour ravitailler un camion au GNC, c'est exactement le même pattern qu'en diesel, sauf pour le branchement du nozzle au point de remplissage unique. Ces instructions sont affichées dans chacune de nos stations. La transaction débute par la carte, la sélection du numéro de pompe, le branchement du nozzle au réservoir, le démarrage de la pompe par la clenche traditionnelle ou le bouton départ selon l'âge de la station. Quand le remplissage est terminé, mettre la pompe à off, toujours tenir le nozzle à 2 mains au débranchement. Un léger résiduel de pression va donner un petit coup. Raccrochez le boyau et retournez au lecteur de carte si vous souhaitez imprimer un reçu. Ne pas oublier de remettre le bouchon à la fin du remplissage. Variation de pression. La pression dans les réservoirs varie en fonction de 3 éléments. La température ambiante autour du camion, la température du gaz à la pompe durant le remplissage et le nombre de molécules dans le réservoir. L'autonomie réelle du camion est basée uniquement sur le nombre de molécules dans le réservoir et non sur la pression. Imaginons un camion stationné toute la journée. Son réservoir est plein. Au numéro 1, à 20 degrés Celsius, la pression indique 3600. Au numéro 2, on a le même nombre de molécules, mais la température extérieure est montée à 30 degrés. La pression va suivre, elle va augmenter à 3900. Au numéro 3, la nuit tombe et la température descend à 10 degrés. La pression suit à 3300 PSI. Dans les 3 cas, on a constaté une variation de pression, mais comme le nombre de molécules n'a pas changé, l'autonomie est toujours la même. Le tableau de droite donne une idée de la variation de pression en fonction de la température. Ce tableau est une référence pour toute personne ayant à entrer un camion à l'intérieur quand le camion était dehors au froid. Ce tableau sert aussi aux chauffeurs pour comprendre que l'hiver, ces réservoirs vont se tenir plus bas malgré un nombre égal de molécules. Vrai ou faux? Numéro 1. Si la pression d'un réservoir diminue durant la nuit, c'est normalement une fuite. Possible, mais peu probable. C'est sûrement la pression qui suit la température. S'il y avait une fuite, le chauffeur la détecterait par l'odeur, par le son, par du friment ou par une pièce froide. Numéro 2. Le remplissage rapide limite la quantité de gaz qui peut entrer dans un réservoir. Vrai. Au remplissage, le compresseur réchauffe le gaz qui occupe alors plus d'espace. Numéro 3. L'hiver, on peut entrer plus de molécules dans un réservoir qu'en été. Techniquement vrai, mais on ne le fait pas. La distributrice va ajuster la pression finale en prévoyant une marge pour un réchauffement potentiel. Numéro 4. C'est correct de brancher le camion le soir pour remplissage lent si on sait qu'un entretien est prévu au garage le lendemain matin. Faux et vrai. Ça dépend de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Comparaison GNC, GNL et propane. C'est important de comprendre le profil et les caractéristiques des différents gaz utilisés comme carburant autour de nous. À ce stade de la formation, vous avez une bonne idée du profil du GNC.
Il se tient à température ambiante, est 45 % plus léger que l'air et voyage par réseau souterrain jusqu'à la station où il sera comprimé dans le camion. Le GNL est tout aussi compatible avec les camions lourds que le GNC, mais sa forme est différente. Il passe de gazeux à liquide vu sa très froide température, soit moins 260 degrés Fahrenheit ou moins 162 degrés Celsius. Il est stocké à 125 PSI. Plus lourd que l'air, il est toutefois 55 % plus léger que l'eau. Son état cryogénique le rend plus dangereux au remplissage, mais ce défaut est aussi un avantage car sa densité à froid facilite le stockage. Dans sa forme liquide, il ne peut pas voyager par réseau souterrain. On doit donc le transporter par bateau, par train ou par remorque spécialisée. Le propane s'utilise sous forme liquide comme carburant pour petits et moyens véhicules, du chariot élévateur jusqu'à l'autobus scolaire. On parle de moteurs de moins de 7 litres. Le propane se conserve à température ambiante, mais passe de l'état gazeux à liquide quand il est pressurisé à 125 PSI. Comme le GNL, il ne peut pas voyager par réseau souterrain. Il dépend donc lui aussi du transport, comme l'essence, le diesel et le GNL. Pour le chauffeur, le ravitaillement du GNC et du GNL est très différent. Le GNC, à gauche, ne demande aucun équipement de sécurité particulier. Pour une question d'hygiène, le chauffeur pourrait porter des gants pour manipuler le nozzle, mais sinon, l'équipement est à température ambiante et n'offre pas de défi particulier. Le GNL à droite est plus contraignant. Le chauffeur doit porter une visière ainsi que des lunettes de sécurité, des gants cryogéniques longs, des manches longues, des pantalons et des souliers ou bottes de sécurité. Le camion doit également être mis à la masse avec un câble à pince. Sur la photo, on voit le câble noir qui passe au sol. Le chauffeur doit également utiliser un soufflet d'air comprimé avant et après le ravitaillement afin de dégager toute trace de glace ou de débris de l'embout du nozzle. Configuration des réservoirs. Un des défis du GNC, c'est l'espace nécessaire requis pour les réservoirs. Pour avoir la même autonomie qu'un diesel, ça demande plus d'espace, donc plus de configuration et d'imagination. Au numéro 1, on voit un cabinet vertical qu'on appelle back of cab. Ce cabinet peut contenir de 60 à 180 DGE, procurant une autonomie entre 700 et 1000 km. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un back of cab ne force pas un empattement plus long parce que le cabinet est installé dans un espace généralement gaspillé. Le plus massif des back of cab mesure 30 pouces de profond et s'installe entre les extensions de cabine. C'est une configuration qui protège le cabinet des roches, des débris et de toute projection provenant des pneus. Au numéro 2A, on voit des réservoirs latéraux, une installation courante. Plus cher que le back of cab précédent, cette configuration totalise au maximum 120 DGE, soit 2 fois 60. Ça nécessite un camion plus long, vu qu'un réservoir de 60 DGE mesure 11 pieds de long. Le coût d'entretien est aussi plus élevé, vu que les réservoirs et les canalisations sont plus exposés à la route et que la position latérale le long du châssis occasionne plus de vibrations. Au numéro 2B, il s'agit aussi de réservoirs latéraux, mais sur un camion porteur. Dans le cas d'un dry box ou reefer, les côtés sont entièrement dégagés et représentent la meilleure option pour ce type de camion. Au numéro 3, on voit une combinaison de back of cab et de réservoirs latéraux sur un camion couchette. Ça permet d'aller chercher le maximum d'autonomie. Au numéro 4, on voit une installation sur le toit d'un camion de collecte. Parfois, les côtés sont pas libres et ça force à être créatif. On utiliserait la même configuration sur un autobus urbain. Couple et puissance ISX-12N. En Amérique, Cummins est le seul fabricant de moteurs GNC pour camions lourds, offrant du 6.7, du 9 et du 12 litres, jusqu'à un maximum de 400 HP et 1450 livres-pieds de couple. Le plus important pour un moteur de camion, c'est le couple disponible, qu'on appelle aussi le torque. C'est ça qui définit la masse totale en charge qu'on pourra déplacer et la force de retenue du camion quand on monte une pente. On voit ici les courbes du Cummins ISX-12N qu'on retrouve dans quasiment tous les tracteurs récents au GNC. Si vous êtes familier avec ce type de graphique, vous constaterez que la courbe est une montagne plus à pic que les diesels récents. Ce plateau plus étroit s'explique en partie par le fait qu'un moteur au GNC brûle le carburant avec des bougies, suivant le même principe qu'une auto.
Ça donne une combustion propre, mais la quantité de torque et sa plage d'opération sont réduits comparé au diesel. C'est le prix à payer pour se débarrasser du DPF et de l'urée. La ligne en bleu, c'est la courbe de torque de la version 400 HP et 1450 livres-pieds. La bande bleue montre que le pic se situe entre 1200 et 1400 RPM. La ligne orange montre la puissance en HP. C'est ce qui définit la force d'accélération qui atteint son maximum entre 1600 et 1800 RPM. Dans un monde parfait, pour optimiser la capacité de charge sans abuser de la consommation, on priorise le couple. Huile moteur. Un moteur GNC n'utilise pas la même huile qu'un moteur diesel. C'est la même viscosité, mais pas les mêmes propriétés. Dès leur naissance, les moteurs Cummins GNC sont remplis avec de l'huile Valvoline Premium Blue One 9200, viscosité 15W40. EBI recommande d'utiliser la même chose pour les mises à niveau et les changements d'huile. Si jamais cette huile n'est pas disponible, il ne faut jamais remplacer par de l'huile pour moteur diesel. Il faut trouver une huile qui est certifiée pour le GNC selon la norme CES 20092. Cette norme sera clairement indiquée sur le contenant. Choisir son énergie. Le GNC, c'est un carburant propre et disponible maintenant. Sans être parfait, il mérite d'être considéré comme une alternative au diesel. Dans votre analyse, voici les facteurs à considérer. Le coût du véhicule, le coût du carburant, l'autonomie du camion, le réseau de ravitaillement, les subventions disponibles, les ressources pour l'entretien, la quantité d'émissions générées, le niveau de complexité de l'antipollution, le poids du carburant, des batteries et ou des réservoirs, l'impact sur le chauffeur et les valeurs de votre entreprise. Complémentarité des énergies. Chaque énergie a ses forces, ses faiblesses et ses applications spécifiques. L'énergie n'est pas une question de mode ou de popularité dans les médias sociaux ou les revues spécialisées. L'avenir est beaucoup moins loin quand on considère différentes énergies comme étant partenaires ou complémentaires. Considérons le partenariat, pas le combat. Merci pour votre attention.